Alors, bonjour à tous les participants qui se joignent en ce moment. Tout fonctionne bien. Je vois que beaucoup de participants se joignent à nous. Bienvenue à tout le monde. On va patienter quelques minutes, le temps que la plupart des gens soient arrivés parmi nous. En attendant, je peux saluer quelques personnes. Bienvenue à Alexandre, Amélie. Bienvenue Céline, Charles, Carl. Alors, les participants se joignent à nous assez rapidement. Je vais peut-être déjà commencer quelques instructions, mais je vais les répéter tantôt pour ceux qui se joignent à nous. Toujours bienvenue. Donc, vous aurez la chance de poser des questions en utilisant le bouton Q&A qui est juste en bas. Il est juste en bas de votre écran ici au centre, sur la barre d'outils de Zoom. Bienvenue Mélissa, Michel, Nathalie. Bienvenue à tous. On attend peut-être encore une minute que les gens se joignent à nous. J'espère que tout le monde se porte bien. On va attendre encore peut-être 30 secondes. Je peux vous rappeler peut-être en attendant que les webinaires sont tous affichés sur le site web de la Chambre. OK. Alors, 2h02. Disons que c'est l'heure ultime pour commencer. Alors, on démarre. Alors, bonjour à tous. Je vous souhaite d'abord bienvenue à cet entretien Bombardier, organisé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Je tiens d'ailleurs à remercier Bombardier, commanditaire en titre de l'événement, ainsi que nos collaborateurs, Hydro-Québec, La Presse, Montréal Gazette et Rogers. C'est bien entendu avec nos partenaires que nous réussissons à produire notre discussion en ligne d'aujourd'hui. Aujourd'hui, d'ailleurs, on a le plaisir d'accueillir Étienne Lacroix, un réel entrepreneur visionnaire à la tête d'une start-up manufacturière en forte croissance. Étienne est le président et fondateur de Vention. Vention, c'est une compagnie hyper innovante qui nous permet de concevoir et commander du matériel, des robots, du mobilier pour bâtir une chaîne de montage. Étienne va commencer par faire une présentation de 30 minutes. La présentation d'Étienne va être suivie d'une période de questions que je vais animer. Comme je le disais à ceux qui sont arrivés un peu plus tôt, vous pouvez poser vos questions par écrit en cliquant sur le bouton Q&A qui est juste en bas ici, au centre de la barre d'outils de Zoom, en bas de votre écran. Si vous voulez plutôt écrire des commentaires, vous pouvez utiliser aussi le bouton Chat. Alors voilà, c'est tout pour mes instructions. Maintenant, bienvenue Étienne et à toi la parole. Merci Alain, merci à la Chambre de commerce du Métropole Montréal métropolitain. Écoutez, merci à tous d'être là avec nous aujourd'hui aussi. Lorsque la Chambre de commerce m'a proposé de partager un peu comment on naviguait la situation actuelle, ça m'a fait bien plaisir de m'impliquer un peu. J'espère que ce sera utile pour vous. Je vais aujourd'hui proposer une présentation en 3 temps. Premier, je vais prendre quelques minutes pour vous parler de Vention, pas seulement ce qu'on fait au niveau technologique, mais également de la culture d'entreprise, parce que ça a un impact assez important sur les mesures qu'on a mises en place durant la pandémie. Par la suite, je vais vous parler un peu plus de ce qu'on a fait pour continuer d'opérer
durant cette période-là de façon sécuritaire. Et ce qu'on a fait, non seulement au niveau des mesures là, physiques, très tactiques, mais également au niveau de la culture d'entreprise et du moral des employés. Puis par la suite, écoutez, on va parler un peu du plan de réouverture là, avec ce qu'on entend bientôt dans les médias. Je vais vous partager un peu de comment on se prépare. J'espère bien que ça va être utile pour vous, que ça va vous donner des idées, que ça va vous pousser à réfléchir et peut-être même vous amener à poser des mesures qui vont être peut-être similaires ou différentes là, selon les spécifications de tous et chacun. Fait que je prends quelques secondes et je partage mon écran. Et là, si je ne me trompe pas, tout le monde va voir mon écran à l'heure actuelle. Fait que, écoutez, je vous parle un peu de Vention. Vention est un startup qui a démarré à l'été 2016, donc on a environ 3 ans et demi. On est un startup qui permet aux ingénieurs dans les entreprises manufacturières de concevoir, simuler, acheter et mettre en route des équipements automatisés aussi vite qu'en 3 jours ouvrables. On est dans le monde de l'hypervitesse. Aujourd'hui, 3 ans et demi plus tard, on a environ 1000 clients ou 1000 usines qu'on soutient là, sur 3 continents. Environ une base d'utilisateurs de 40 000, environ 3 000 équipements qui sont déployés chez nos clients et qui servent à fabriquer des produits finis. Environ 100 employés aujourd'hui. Une vaste majorité de nos employés qui sont au niveau développement logiciel, une portion importante qui sont au niveau vente, développement des affaires et une dernière section qui est vraiment au niveau des opérations, qu'on va en parler pleinement aujourd'hui. Pour vous donner une idée, on a environ un espace, nous, d'entreprise aux alentours de 40 000 pieds carrés, dont un 30 000 qui est vraiment dédié à de l'entrepôt. Et on va en parler pleinement. Voilà. Pour bien comprendre un peu la mission de Vention, c'est important de comprendre comment l'automatisation industrielle se met en place chez les manufacturiers. On a tous vu des images de lignes d'assemblage automobile et de produits électroniques qui sont entièrement automatisés aujourd'hui, et c'est le cas. Par contre, la majorité des manufacturiers, eux, ne le sont pas. Et il y a une réalité assez pratique à ça. C'est que pour un manufacturier qui a peut-être un panier là, de produits assez vaste ou des cédules de production très variables, automatiser n'est simplement pas profitable. Si je prends un exemple d'un équipement automatisé moyen, il y a environ 50 000 de coûts qui vont être associés souvent au matériel, que ce soit les moteurs, les capteurs, les PLC, contrôleurs, et ainsi de suite, et un autre environ 50 000 de coûts qui est généralement associé à la mise en route, conception, mise en route de ces équipements-là, souvent réalisés par des intégrateurs. Et la somme de ces deux composantes-là, on arrive à un coût qui est d'environ 100 000 ce qui fait en sorte que plusieurs manufacturiers qui n'ont pas nécessairement le volume ne peuvent simplement pas automatiser de façon profitable. Il y a une raison pourquoi les prix sont de la sorte dans ce marché-là. C'est que tous ces équipements-là, toutes ces pièces-là pour l'automatisation industrielle ont tous été conçus dans le but de servir les manufacturiers à haute cadence, donc moins applicable pour les manufacturiers à plus petite cadence. Et en fait, c'est un peu le problème qu'on résout. On permet à une gamme de manufacturiers beaucoup plus large de pouvoir automatiser leur plancher de production par eux-mêmes excessivement rapidement à un coût qui est généralement 40 % plus faible que les méthodes traditionnelles. Si je pense là, à la chaîne de valeur naviguée par un utilisateur Vention, le tout commence en ligne sur la plateforme web qui est gratuite d'utilisation, dans lequel on fournit un logiciel de conception 3D qui s'appelle Machine Builder. Dans ce logiciel-là, on a inclus environ 600 pièces composantes pour l'automatisation industrielle et le logiciel comprend comment les pièces peuvent se connecter les unes aux autres pour fabriquer ou concevoir des équipements automatisés. On affiche le coût en temps réel, le temps d'assemblage à temps réel, et l'utilisateur qui conçoit peut par la suite programmer, simuler cette machine-là à même son furteur web. Ce qui est intéressant, c'est que la programmation qui est faite, qui est d'un environnement sans code, donc très simple d'utilisation, peut par la suite être téléchargée et déployée directement sur la machine lorsque celle-ci a été achetée. L'achat se fait en ligne, soit avec une carte de crédit ou avec un compte corporatif. On peut livrer aussi vite que le lendemain. Et par la suite, les utilisateurs peuvent mettre en branle leur équipement, soit par eux-mêmes, donc on assemble comme on assemble un mobilier IKEA, ou soit recourir à notre réseau d'intégrateurs certifiés qui est outillé pour aller déployer des équipements plus complexes chez nos clients. Donc, on a des clients qui parcourent
cette chaîne de valeur-là aussi vite qu'en 3 jours ouvrables. Il y a des clients qui vont prendre quelques jours, mais c'est rare qu'un projet Vention dépasse quelques semaines du début à la fin. Et si on compare et on fait le contraste avec les méthodes plus traditionnelles, un projet d'automatisation prend généralement de 2 à 4 mois. Donc, on est dans un ordre de grandeur assez intéressant en termes de gains au niveau de la rapidité de déploiement, mise en route, etc. Je vous montre un peu les produits, juste pour vous donner une idée là, du type de technologie qu'on développe et donc des équipes qui existent derrière ces produits-là. On a évidemment notre logiciel 3D qui fonctionne dans l'info nuagique, donc Machine Builder, logiciel assez simple d'utilisation dans lequel on inclut plusieurs pièces. On a la chance à Montréal d'avoir un bon talent en intelligence artificielle. Il y en a un peu dans Vention. Entre autres, la façon dont les pièces se connectent et s'emboîtent les unes aux autres se fait à l'aide d'algorithmes relativement intelligents. On donne également un autre outil à nos utilisateurs qui s'appelle My Team. Vous voyez le petit tableau de bord là, du côté droit de la page où on permet aux équipes, que ce soit chez Tesla, chez Honda, Amazon, Google, de partager leur conception les uns avec les autres, gérer les droits d'accès, gérer le cycle de vie de leur design, et ainsi de suite. C'est 2 de nos 6 produits clés. On en a 6 comme ça qui couvrent le spectre principalement logiciel et matériel. Et donc, nos équipes, environ 50% de nos équipes sont des gens qui sont en R&D. Fait que sur les 100 personnes que je mentionnais au départ, il y en a environ 50 qui sont soit dans nos équipes logicielles, firmware, automatisation et ou composantes matérielles. Voilà. Écoutez, dans les 3 ans et demi qu'on a été en création, on a eu la chance de commencer à servir énormément de clients. Convention sert environ 20 petites industries et grosses industries. Ceci reflète généralement le tissu économique de l'Amérique du Nord. Donc, on est assez bien exposé à l'automobile et l'aérospatiale, ces 2 industries-là étant les plus grosses du continent. Mais on fait beaucoup d'industriels, beaucoup d'autres technologies. Et évidemment, avec toute la situation COVID, on fait beaucoup d'équipements médicaux également. Chez nous, tout le monde a entendu parler du fameux respirateur, ventilateur de CAE. CAE Santé, c'est le genre de projet qu'on est bien heureux de soutenir là, en arrière-plan et ces premières unités-là, évidemment, sont assemblées sur des lignes de montage Vention, ce qui permet à CAE de résoudre sa course contre la montre pour vraiment livrer les 10 000 unités qu'ils ont déjà proposées au marché. Souvent, les gens se demandent, bon, qu'est-ce qu'on construit à quoi ressemblent les machines, les fameuses machines Vention? Ce sont des machines qui sont vraiment uniques à chaque manufacturier. Chaque manufacturier a souvent des produits finis qui lui sont propres, que ce soit une auto, un ordinateur, produits médicaux, ainsi de suite. Et donc, ici, on voit les équipements qui ont été déployés chez les clients dans les dernières années. Avec environ 3000 qui sont installés. Je donne quelques exemples. Là, la photo qui est au milieu au centre, équipement chez un fabricant de panneaux solaires à Buffalo, équipement en haut à droite, jig d'inspection pour un battery pack d'un auto électrique et ainsi de suite. Là. Fait que c'est vraiment des équipements très variés qui correspondent grosso modo à ce que nos manufacturiers produisent. Je prends une seconde pour vous parler de la culture d'entreprise de Vention qui est bien unique. Il y a beaucoup de compagnies aujourd'hui qui poussent beaucoup sur ce qu'on appelle l'équilibre vie-famille, work-life balance. En toute honnêteté, ce n'est pas notre cas. Il n'y a personne qui change le monde en travaillant 40 heures par semaine. Par contre, on gère un équilibre très fin entre la performance et évidemment le bonheur de nos gens. Je prends le temps de vous en parler parce que c'est excessivement important dans la façon dont naviguer la situation actuelle par rapport au COVID. Nous, le client je ne veux pas dire que le client est roi, mais l'expérience client est au centre de tout ce qu'on fait. Il y a toujours quelqu'un dans les rencontres qui se met dans le rôle du client. Et notre but, c'est généralement, notre état d'esprit, c'est de prendre le blâme. Donc, s'il y a un point de friction dans l'expérience client que le client vit. On ne se demande pas si le client a raison ou non. On fait juste se demander ce que nous, on devrait faire pour l'éliminer. Et ça change beaucoup comment on résout les problèmes, comment on priorise également ce qu'on développe au niveau logiciel et matériel. Les attentes qu'on a envers nos individus sont excessivement élevées.
C'est environ 2% des gens qui appliquent chez Vention qui sont acceptés. C'est un environnement de performance et ça, c'est communiqué parce que chaque offre d'emploi qu'on émet, il y a des buts très clairs, des objectifs très clairs qui sont suivis. On a réussi à bâtir une équipe vraiment de gagnants, de gens qui ont le goût de l'accomplissement professionnel et on en est bien fiers. Par contre, on vient tous de culture d'entreprise, surtout au niveau de l'exécutif chez Vention, culture d'entreprise qui favorise beaucoup la performance, mais on a tous appris à travers les années qu'on ne peut faire ça si on n'investit pas de façon pratiquement considérable ou équivalente du côté bonheur. Et on le fait d'une façon très précise. Pour nous, le bonheur, ça veut dire 3 choses. Ça veut dire le développement professionnel, ça veut dire la transparence, puis ça veut dire également une ambiance de travail qui donne de l'énergie à tous. La façon dont on s'attaque principalement à la transparence, c'est de partager énormément. Vous savez, on est une compagnie qui est financée par du capital de risque. On a donc des conseils d'administration assez fréquents. Ces conseils d'administration-là sont partagés avec les employés en quasi-totalité. On fait des mises à jour à nos investisseurs à chaque mois. Et ces mises à jour-là sont également partagées avec nos employés en totalité, des gens d'entrepôt jusqu'aux développeurs et jusqu'aux gestionnaires. Même chose pour nos plans de croissance annuels qui sont partagés également. Fait qu'il y a vraiment une culture où les données sont très disponibles et ça fait en sorte que les gens peuvent bien comprendre les actions qu'ils posent aujourd'hui ont quel impact sur quelle partie de l'entreprise. La transparence, pour nous, c'est un élément fondateur du bonheur au travail. Le deuxième élément, vraiment, c'est le débat, c'est le développement professionnel. Les gens qui sont rentrés chez Vention sont là pour faire peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans et plus. Et ce qui est certain, c'est que lorsqu'ils vont sortir, ils vont être dans une posture professionnelle où leur ambition va pouvoir avoir été augmentée de par leur expérience chez Vention. Et pour nous, pour développer nos gens, ça passe par quelques mécanismes, entre autres, rétroaction super fréquente. Et une rétroaction, là, pour nous, on a réussi à mettre une culture où il n'y a pas d'émotion dans une rétroaction. Une rétroaction, le but, on en donne parce qu'on se soucie de l'autre et on arrête d'en donner généralement lorsque, malheureusement, on a given up sur un individu. Fait que la rétroaction est fréquente, il faut être à l'aise avec ça. Et on en prend et on en laisse, mais elle est fréquente. Débat constructif, vraiment d'être capable de pouvoir défendre ses idées, pousser un point de vue, ne serait-ce qu'avec toutes sortes de personnalités, toutes sortes de gens dans la hiérarchie Vention, fait en sorte qu'on développe des gens qui sont vraiment capables d'influencer les uns les autres. Et ça, c'est très bon pour développer nos prochains leaders dans l'organisation. Et dernièrement, écoute, ça passe avec énormément de célébrations chez Vention. On a nos fameux All-In du vendredi, comme d'autres organisations. Et le but du All-In, évidemment, c'est de maintenir la transparence, mais également de célébrer les bons coups. Dans une équipe de 100 employés, il y a des gens qui ont des spikes qu'on appelle bien précis, qui jouent un rôle bien précis, et on s'assure que les gens se sentent valorisés pour ce rôle-là, leur rôle bien unique qui contribue à l'ensemble de l'œuvre. Ça, c'est assez fréquent. Et ce qui est intéressant, on suit de façon, des fois assidue, des fois moins un peu ce que les gens écrivent sur Glassdoor, et c'est vraiment voir cette tension-là inhérente entre le work-life balance qui est difficile, c'est vraiment un défi. Par contre, le bonheur qui ressort au niveau des reviews et au niveau du développement professionnel qu'on donne à nos gens. Et vous allez voir comment on met ça en branle maintenant, comment on maintient ça dans un environnement où environ 65% des gens maintenant travaillent de la maison. Voilà, fait que là, je vous amène de comment on a mis en place certaines mesures pour continuer nos opérations. Et pour nous, c'est parti d'un principe fondateur qui est celui de la négligence. Quand le 13 mars, au matin, c'est avant que M. Legault annonce que le Québec allait tomber dans une petite période de pause, c'était devenu évident que des mesures de travail à la maison s'imposaient pour un peu tous. Et on navigue dans un environnement où les directives de la santé publique sont des fois peu ou pas claires. Et donc, on a pris un peu sur nos épaules une certaine responsabilité d'aller au-delà de ce qui était communiqué. Je vais donner quelques exemples. Mais nous, on partait du principe, si jamais quelqu'un contracte la maladie et par la suite, malheureusement, il y a des complications, est-ce que Vention a agi comme citoyen exemplaire pour avoir fait tout ce qui est possible pour prévenir cette contamination-là?
On se fiait, oui, aux directives de la santé publique qui commençaient à émerger. On regardait un peu ce que d'autres manufacturiers faisaient, dont Amazon qui publiait certaines mesures et qui, à ce moment-là, avait beaucoup de mauvaise presse par rapport à ça. Fait que ça nous est peut-être des exemples où, à quel niveau n'est pas assez loin vraiment pour prévenir la négligence. Et ça faisait partie des sources qu'on regardait, tout comme le fameux enjeu sur les masques, bien qu'on était assez tard au Québec de statuer sur la chose, et encore aujourd'hui, c'est un peu hésitant. Ça devenait clair lorsqu'on regardait ce qui se passait dans différents pays, entre autres à Singapour, ainsi de suite, qui avait un effet. Et là, c'était de se dire, bon, ben si on va de l'avant, est-ce qu'il y a un coût à faire ça versus pas le faire. Et comme le coût, il n'y avait aucun danger à le faire versus ne pas le faire, on est allé de l'avant par principe de négligence. Je vous parle de quelques mesures vraiment ciblées en 3 blocs. Initialement, c'était vraiment de soutenir nos employés au niveau de l'entrepôt. C'est des employés, beaucoup de nouveaux arrivants. Ce n'est pas tout le monde qui parle le français ou l'anglais, ou des fois avec une certaine barrière de communication. Ce n'est pas tout le monde qui écoute les fameux points de presse de 1 heure. Donc, on jugeait qu'on avait un devoir comme entreprise de faire le sommaire et de communiquer ces mesures-là et l'évolution de la situation avec nos employés. On le faisait à chaque matin dans nos entrepôts. Par la suite, je vous parle de la mesure de couvrir le fameux 70 %. Et ça, c'était avant que les mesures du fameux 75 % soient mises en place. Il y a beaucoup d'employés là-dedans qui ne peuvent pas se permettre d'attendre 2 semaines pour avoir accès à de l'aide sociale. Et le problème avec ça, c'est que dans un monde où ils ne peuvent se permettre d'atteindre, ils risquent de rentrer au bureau de toute façon pour assurer de ne pas perdre le revenu. Et il y avait un risque de contamination pour les autres employés. Et donc, on a été super transparent de dire, écoutez, si vous avez besoin de vous isoler proactivement, préventivement, parce que vous ressentez des symptômes, parce que vous arrivez de voyage, on va couvrir vos dépenses pour 70 %. Et nous, le but de ça, c'est évident de protéger le restant de nos opérations. Un centre d'entrepôt, c'était le point, le single point of failure dans l'équation Vention. Tous nos autres employés pouvaient travailler à distance, mais pas l'entrepôt. Donc, on a rapidement offert cette mesure-là pour s'assurer qu'il n'y a pas de sélection inverse là, qui se mettra en place. On a beaucoup d'employés qui ont des situations familiales plus complexes, qui vivent avec des fois des parents, ainsi de suite, des fois des oncles, des tantes. Et bien que ça s'est fait de façon informelle, on connaît assez bien notre équipe pour comprendre où il y avait des dangers ou si notre employé attrapait au bureau la COVID, qui a un risque de transmission de 2e degré. Et on s'est assuré avec tous et chacun que ces risques-là étaient minimisés, justement pour éviter qu'il y ait des 2e degrés de contamination et qu'on ait des employés qui aient à affronter ces situations-là chez eux. Je vais de l'avant, service Uber payé. Et ça, c'est intéressant. C'était avant que, évidemment, on retourne là, ici le 16 mars, donc il y a un mois et demi. Il y avait des doutes à savoir si les transports en commun allaient contribuer ou non à propager l'infection. Et donc, on a mis ça assez clair que tous les employés qui étaient plus à 1,5 km du bureau, on allait payer le service Uber le matin pour éviter justement que nos employés apprennent le transport en commun. Encore là, on part du principe de négligence et du risque pour l'entreprise si quelqu'un devenait contaminé. Évidemment, tout le monde était inquiet. Les points de presse publics contribuent également à augmenter l'anxiété. Donc, on a évidemment allé de l'avant assez rapidement avec une prime pour nos employés qui restaient, qui faisaient en sorte que Vention puisse opérer. Et dernièrement, on travaille, la moyenne d'âge chez Vention est en bas de 30 ans. Beaucoup de jeunes personnes, beaucoup de jeunes célibataires. Et 6 semaines seuls à la maison peut avoir un effet sur l'état d'esprit. Nos plus vieux, généralement, ont des enfants, ont des familles, mais les plus jeunes, ce n'est pas le cas. Et comment on s'assure que ces gens-là puissent avoir un état d'esprit qui reste constructif. Fait qu'on a fait ça de façon différente. Notre équipe HR s'assurait justement d'avoir des coffee chats plus fréquents, bien que virtuels. Le check-in du CEO, hey, comment ça va? Ça fait quelques semaines qu'on ne s'est pas parlé, puisqu'on se prenne du temps. Et ça s'est fait de façon très délibérée, justement, en ciblant pincement nos gens qu'on savait qui étaient seuls à la maison. Et ça, c'est vraiment pour soutenir le moral de nos employés et toujours par principe de négligence. Je passe à la deuxième catégorie. Ça, c'est les mesures très tactiques pour l'entrepôt. Fait que je passe peut-être plus rapidement. Ensemble de nettoyage pour l'entrepôt spécifique. Période de 15 minutes à la fin de chaque quart de travail, évidemment, pour nettoyer tous les aires communes qu'on a mis en place.
Chaque employé maintenant avait des outils individuels, fait qu'il n'y a plus de se passer paire de gants, X-Acto, ruban adhésif. On a vraiment fait des boîtes à outils pour chacun de nos employés et ça, avec identifié, chaque employé avait sa propre boîte à outils pour éviter justement qu'on ait à se prêter des choses. Énormément de stations de gel antiseptique, que ce soit tous les ordinateurs publics. On a quelques ordinateurs publics, entre autres pour les collants pour l'expédition, par exemple, ainsi de suite. Tout ça, on a mis des stations antiseptiques et également dans toutes les suites majeures. Donc, pour entrer dans la cuisine, pour entrer dans l'entrepôt, pour entrer dans les labs d'ingénierie, stations antiseptiques à chaque place. Dans l'entrepôt, on est allé même un peu plus loin. On a installé vraiment des lavabos, des séries de lavabos pour que les gens puissent se laver les mains. Et évidemment, on est allé rapidement s'approvisionner en masques non médicaux pour nos gens. Et initialement, on l'a mis de façon optionnelle et très rapidement, c'est devenu la norme. Aussitôt qu'il y en a un premier qui adopte, les autres ont adopté par la suite. Peut-être dernière chose au niveau de la continuité, l'entrepôt pour nous était le single point of failure, si j'utilise l'expression. Donc, on voulait s'assurer que si une équipe tombe, parce qu'une équipe est contaminée, une autre équipe ne l'est pas. Même chose pour nos gestionnaires d'entrepôt, nos chefs d'équipe. On voulait s'assurer que si quelqu'un tombe au combat, les autres ne tombent pas. Et donc, on a augmenté les quarts de travail en durée. Par contre, on a réduit le nombre de journées et on a également mis maintenant des plages mortes qu'on appelle là, des plages mortes d'1 heure entre chaque équipe pour être sûr qu'il n'y a pas de croisement entre le départ et l'arrivée de chacune des équipes d'entrepôt. Première mesure, on a barré l'accès à l'entrepôt seulement aux employés d'entrepôt. Donc, généralement, notre entrepôt était également ouvert à nos équipes d'ingénierie, nos équipes d'automatisation. On a fermé tout ça et il se devait de placer des commandes maintenant, tout comme nos clients, pour garder l'environnement avec un nombre de personnes restreint. Tous nos chefs d'équipe et nos gestionnaires d'entrepôt n'avaient plus le droit de se voir en personne. Et évidemment, parce qu'ils agitaient tous comme plan de sauvegarde ou comme plan backup si jamais un de ceux-là tombait. Donc, on a évité les contacts entre ceux qui ont la capacité de vraiment gérer, faire au jour le jour l'entrepôt. Et donc, ça s'est fait par éviter qu'ils peuvent se côtoyer, mais également s'assurer que si jamais un tombe au combat, le plan B était déjà défini à l'avance. Et ça, on a eu ces discussions-là de façon proactive. En fait, tout ce plan-là s'est mis en œuvre entre le 13 mars et le 18 au matin. C'était donc il y a eu le week-end et le 18 au matin, ça avait été annoncé et partagé à nos employés. Ça s'est fait, bon, évidemment, on a une culture de transparence, donc on a plusieurs mécanismes pour être tout le monde ensemble, comme une seule équipe. Les mécanismes du All-In du vendredi en sont un. Ici, si je me rappelle bien, ça va être une présentation off-cycle où on a présenté l'ensemble de ces mesures-là. À quel endroit sont les stations de sonorisation, à quel endroit sont les lavabos, les mesures de masque, où ils sont-ils, ainsi de suite. Et tout ça avait été présenté voilà, en quelques jours. Et là, je vous parle un peu de la culture d'entreprise. On s'est assuré de bien soutenir la portion de nos employés qui s'assurent que les ventes continuent. Mais on a encore un plus gros groupe d'employés qui sont en automatisation, en ingénierie matérielle, puis en logiciel, qui travaillent maintenant de la maison. Également, notre équipe de vente qui travaille maintenant de la maison. Et dans une culture de performance, lorsqu'on n'est pas challengé par ses pairs, comment on s'assure de maintenir un peu le même état d'esprit, la même compétition amicale à chaque jour qui font avancer les journées. Fait que je vous parle d'un peu de ce qu'on a fait. La communication devenait très claire, surtout pour briser l'isolement, mais également pour s'assurer qu'on continue de se partager les bons coups de tous et chacun, les progrès de tous et chacun de façon fréquente, étant donné que les interactions humaines n'étaient plus de la partie. C'est un peu le CEO qui a repris la balle. On avait les fameux daily email from the CEO qui continue. Et on le gérait il y avait 2 morceaux de contenu là-dedans, toujours un premier morceau de contenu sur les bons coups de la journée et deuxième morceau de contenu vraiment sur les nouvelles importantes par rapport à COVID. Et on s'est amusé à explorer des trucs aussi farfelus que des statistiques improbables et des corrélations improbables, juste vraiment au progrès sur les différents vaccins, essais cliniques et ainsi de suite. Ça nous a permis, entre autres, de développer un langage d'entreprise où maintenant tout le monde sait c'est quoi un faux positif. Tout le monde sait c'est quoi la différence entre un essai clinique et non. Et ça a été une belle occasion aussi pour faire ressortir du lot certains employés qui ont une expérience spécifique là-dedans. Tout comme on est aujourd'hui, bon, il y a beaucoup de Zoom qui se sont passés. Nos All-In du vendredi ont tourné en Zoom. On s'est trouvé une fameuse apps pour pouvoir célébrer le gong lorsqu'on fait des belles ventes, comme on a chez Vention. Gong virtuel qu'on a réussi à mettre en place. Tableau de bord d'équipe, évidemment, pour qu'on puisse continuer à suivre le progrès de tous et chacun.
Et là, l'aspect bonheur devait demeurer. Écoute, nous, on a une tradition de 5 à 7 du vendredi. Après une semaine de travail, on se dit toujours, on connaît peu de gens, peu d'entreprises qui auraient accompli autant que ce qu'on a accompli cette semaine. On aime bien les célébrer de façon responsable, tout de moins. Bon, on a transité ça de façon virtuelle et ça marche assez bien. Ça marche assez bien. La bière d'équipe à 100 personnes, ça marche assez bien. Puis il y a toutes sortes d'autres initiatives organiques qui se sont greffées à ça, que ce soit les trivia du mercredi, club de courses virtuels qui est principalement à la fin de semaine, yoga du vendredi. C'est vraiment l'équipe qui a pris ça en charge et qui s'est recréé un réseau social à eux-mêmes de façon virtuelle. Encore là, Vention a eu un employé, l'âge moyen étant relativement jeune, en bas de 30 ans. Le réseau social de l'entreprise est assez important pour plusieurs personnes. On a beaucoup de gens qui arrivent du Brésil, de Colombie-Britannique, de Toronto, qui viennent se joindre à nous. Et souvent, Vention devient un des réseaux sociaux assez rapidement dans leur nouvelle vie à Montréal. Et on veut s'assurer qu'on continue à livrer sur ces attentes-là, même dans un mode où on travaille à distance. Écoutez, je vous parle tranquillement de notre plan de réouverture. C'est un plan qu'on a commencé à mettre en branle il y a environ une semaine et demie. Bon, évidemment, avec les dernières nouvelles, on se prépare tranquillement. Malgré ce qui est annoncé, je n'ai pas vu le point de presse d'aujourd'hui, mais ce qui est annoncé hier, ce qu'on comprend, c'est que tous nos employés qui peuvent travailler de la maison vont continuer de travailler de la maison pour le moment. On va attendre de voir ce qui va se passer d'ici le 11 ou le 25 mai, qui sont les gros milestones pour les manufacturiers. Mais pour le moment, on garde l'hypothèse que seulement les équipes prioritaires vont pouvoir retourner au travail. Donc, nous, c'est nos équipes d'ingénierie qui ont besoin de toucher le matériel. Et donc, eux sont favorisés ou sont priorisés par rapport aux autres. Et ce qu'on a dû mettre en place, c'est un calendrier de retour au travail, un calendrier commun pour se réserver une place au bureau. Donc, on limite la capacité. Les gens doivent réserver leur place la veille s'ils veulent aller au bureau. Et on s'assure de maintenir justement le niveau d'achalandage de façon à respecter les consignes de la sécurité publique. On a déjà un peu réarrangé notre espace bureau pour s'assurer de maintenir le fameux 2 mètres de distance entre chaque bureau. Fait que ça s'est fait dans les derniers jours. Puis, on a gardé l'horaire de cuisine. On a une cuisine commune là, pour tous nos employés. Puis, on garde la priorité vraiment à nos équipes d'entrepôt qui sont les gens qui font vraiment rouler l'entreprise pendant la situation actuelle. Et les autres équipes, on leur a mis des plages à différents moments, mais on ne veut pas encore là qu'il y ait de croisement entre nos employés d'entrepôt et nos employés des autres équipes qui vont commencer tranquillement à revenir sur les lieux de travail. Et évidemment, généralement, on favorise énormément cette connexion humaine. C'est même très important pour nous que tout le monde puisse être à la même cafétéria. Mais dans le monde actuel, justement, on essaie de protéger nos équipes d'entrepôt. Après ça, quelques mesures peut-être plus tactiques. Une seule entrée principale. On a généralement 3 entrées chez Vention. On a mis ça à une seule. Une seule entrée, poste de sanitisation des mains, prise de température. On doit laisser les effets individuels dans cet endroit. Par la suite, on peut également prendre des masques. Il y a des masques non médicaux également disponibles et les gens peuvent par la suite rentrer sur notre petit campus. On a 3 suites dans le building où on habite. Entre chacune des suites, évidemment, stations pour se laver les mains qui sont mises en place. Bon, masques non médicaux, évidemment, là, comme je mentionnais. C'est un peu où on est rendu dans notre réflexion. Il y a encore beaucoup d'informations qui vont s'ajouter entre maintenant et la date où techniquement le Québec peut retourner travailler, qui est le 25, la dernière date que j'ai vue. Fait qu'on attend. Notre principe reste celui de s'assurer qu'on n'agit pas par négligence, donc être un peu au-delà de ce qui est demandé par les autorités et surtout de protéger notre single point of failure qui pour nous est les employés d'entrepôt. Tout le monde peut travailler de la maison sinon, ne serait-ce que ce groupe-là qui se doit évidemment d'être sur le terrain. Fait que ça reste notre priorité au niveau de la protection. Voilà, fait que j'espère que c'est bien utile tout ça. Ça va vous donner des idées à réfléchir, à débattre chez vous et d'ajuster le tout pour ce qui est pertinent pour votre propre milieu de travail. Peut-être j'arrête mon partage ici, Alain, et je te redonne le micro. Merci beaucoup, Étienne. Je suis convaincu que ça va aider beaucoup de gens. D'ailleurs, sur le site web, la présentation que tu as faite, si j'ai bien compris, sera disponible. Donc, si les gens veulent un peu suivre votre exemple et s'en inspirer. On va commencer la période de questions. Encore une fois, je répète un peu à tout le monde, c'est très, très simple. Gênez-vous pas, soyez pas timide.
Il y a un bouton juste en bas de votre écran sur la barre d'outils de Zoom qui s'intitule Q&A. Vous cliquez sur le bouton et vous posez vos questions. Donc, les questions rentrent. Donc, on a Amélie, entre autres. Amélie qui demande, après la crise, quel est votre plan pour gérer les attentes des employés qui ont pris le goût au télétravail? J'en suis un peu, mais qui vont peut-être devoir retourner au travail quand même. Ouais, en fait, on n'avait pas, avant la crise, on n'avait pas une culture de télétravail très forte. En fait, même notre réflexion était généralement, si tu travailles à la maison, you're slowing us down parce que tu imposes à tes collègues toute une paperasse administrative de te gérer pendant que toi, tu es à la maison, c'est-à-dire de faire des comptes rendus de réunion, de t'inviter sur un Zoom et donc de créer. Et ça nous ralentissait énormément. On n'avait pas une très grosse culture de ça. On a dû s'ajuster comme tout le monde. Moi, ce que je comprends de nos gens, c'est qu'il y a environ 50% qui ont très hâte de revenir au bureau. En fait, l'énergie du bureau nous manque. D'être seul chez nous n'est pas nécessairement toujours enviable. Fait que je pense qu'il y a une partie du problème qui va se résoudre de lui-même. J'en fais partie des gens qui ont hâte de revenir au bureau. Et je crois qu'il va y avoir certaines personnes qui, évidemment, vont avoir apprécié cette expérience-là. Et il va sûrement falloir s'ajuster. Mais ma compréhension, c'est qu'on a plus d'employés dans le premier camp que dans le deuxième. Ceci étant, présentement, pour le retour du travail, nous, on n'a pas l'intention d'imposer ce retour-là à personne. Il y a plusieurs personnes qui regardent la situation actuelle avec des yeux différents. Il y a des gens plus anxieux que d'autres. Il y a des gens qui ne sont pas du tout. Il y a des gens qui interprètent les faits qui nous sont partagés avec des lentilles différentes. Et on ne va pas aller s'immiscer dans le jugement de tous et chacun par rapport à ces événements-là. Fait qu'on va, je pense, rester flexible assez longtemps sur cet aspect-là. Mais ce que je comprends, c'est que la culture d'entreprise nous sauve un peu aussi. Il y a beaucoup de gens qui ont hâte de revenir au boulot pour retrouver la collégialité. Voilà. Merci Étienne, merci Amélie pour la question. Benoît pose une question qui m'intéresse aussi beaucoup. Quels sont les apprentissages ou changements faits pendant le COVID qui vont être maintenus après le COVID? Alors, tu sais, il y a une adaptation qui se fait rapidement. Est-ce qu'il y a des apprentissages, des choses qui vont devenir finalement de l'innovation permanente ou une transformation plus permanente? Écoute, je pense qu'on va tous rester un peu marqués par à quel point les aspects de contamination prennent la place maintenant dans nos réflexions d'affaires et ça risque de perdurer tant qu'on n'aura pas, quand on n'aura pas la certitude qu'on est bel et bien passé par-dessus une deuxième vague de contamination qui soit évitée ou bon, qui a lieu, mais qu'on est derrière. Je pense que d'ici là, on va rester sur le côté de la prudence. Donc voilà, ceci étant, notre culture qu'on a réussi à bâtir était très bien ficelée. On l'a poli beaucoup et je ne pense pas que l'aspect, tu sais, je reviens un peu au télétravail et ainsi de suite, je pense que lorsqu'on aura la certitude qu'on peut vraiment avoir tout le monde au bureau de façon sécuritaire et sans équivoque, on va sûrement vouloir là, retrouver notre rapidité d'exécution qui est facilitée par la présence au bureau. Ce qui est intéressant dans cette réflexion-là, c'est que tout le monde a bien vécu, je ne sais pas si vous l'avez vécu vous-même, mais dans les premières semaines, spécifiquement au niveau des équipes de développement, le fait d'être développement logiciel, le fait d'être seul chez toi, derrière ton ordinateur, versus dans le bruit ambiant du bureau, donne énormément de focus. Et ça, c'était très bon pour rapidement compléter certains projets qui étaient déjà en cours. Par contre, lorsque c'est le temps de redémarrer des nouveaux projets, le prochain morceau d'infrastructure qu'on est en train de mettre en branche chez Vention, où il y a énormément d'alignements nécessaires entre différents groupes, l'aspect télétravail nous ralentit un peu. Il nous manque vraiment toutes les discussions informelles de corridors où les gens s'influencent les uns les autres, les gens évoluent de façon très soft. Qui n'est plus là. Et donc, voilà. Fait que s'il va y avoir des apprentissages long terme, je pense qu'ils vont demeurer tout aussi longtemps que l'aspect sécurité va être primordial. Est-ce que ça va perdurer? Écoute, je ne saurais répondre davantage que ça. Je pense que c'est un très bon point sur ce dont tu parles, un peu l'intangible des discussions de corridor. On le vit tous, puis effectivement, c'est quelque chose qu'on a, je suis convaincu, tous hâte de retrouver un peu cette espèce d'intangible-là. Éric demande, en fait, Éric trouve ça très impressionnant comme mise en place et félicite Vention et toute l'équipe.
et se demande toutefois à quel niveau on peut situer peut-être la perte de performance. Et j'imagine aussi qu'il y a une balance à faire, un équilibre entre les coûts, hein, les coûts que demande de s'adapter et par rapport à la perte de performance aussi de productivité générale. Écoute, il y a un gain, il y a une perte super difficile à quantifier à ce moment-ci, après seulement 6 semaines. Il y a vraiment un gain au niveau du focus, au niveau des développeurs. Par contre, il y a vraiment une perte pour d'autres équipes. Je prends l'exemple de nos équipes d'ingénierie matérielle où on a besoin d'être au laboratoire pour tester des prototypes, partir les essais de fiabilité, et ainsi de suite. Ça, il y a vraiment une perte où bon, on est ralenti un peu. On va au bureau pour quelques heures, mais on n'est pas là à chaque jour, ainsi de suite. Fait que je te dirais qu'on gagne à certaines places, on perd à d'autres places. Je pense que la plus grosse perte à long terme serait l'effritement de notre culture d'entreprise. Et ça a beaucoup plus de valeur que peut-être le 5 ou 10 %. Je pense que quand on se compare, on se console, on est chanceux. Tu sais, nous, on regardait un peu dans toute la situation actuelle, il y a malheureusement 3 types d'entreprises. Il y en a quelques-unes qui sont vraiment avantagées par la situation actuelle. Tout ce qui est au niveau télé-healthcare, ainsi de suite, ça va, food delivery, ça va super bien. Il y a un deuxième type d'entreprise, je pense que Vention en fait partie, où il y a une diminution des ventes. Ce n'est pas total, mais il y a une petite diminution, puis on s'ajuste à cette cadence-là qui est un peu moindre que le rythme de croissance qu'on a vu dans le mois précédent. Et il y a malheureusement certaines entreprises où les thèses fondamentales du modèle d'affaires vont changer à tout jamais. On pense tout ce qui est travel tech, cruise tech, malheureusement, avant que ça revienne, ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus long. Et c'est à se demander si ces investissements-là font encore du sens. On est vraiment dans le deuxième groupe où les thèses fondamentales ne sont pas affectées. Tout va redevenir, sinon pas plus fort que c'était avant. C'est juste une question de temps. Voilà. Dis-moi, Étienne, je me permets une question, puis c'est pas une question piège, mais c'est une question un peu retard. C'est-à-dire que si tu avais à te mettre un peu dans la peau de quelqu'un dont la thèse du modèle d'affaires peut-être est devenue un peu anxieuse et tient plus la route, sachant et découvrant comment vous êtes assez innovant chez Vention, pardon, quel conseil tu donnerais aux gens à ce moment-ci qui se posent la question et qui sont peut-être dans le troisième groupe? Si tu t'étais retrouvé dans cette position-là, les premières actions que tu poserais en termes de réflexion, est-ce que tu aurais un conseil à donner? Écoutez, mon conseil, c'est peut-être pas d'agir trop vite. C'est drôle, je regardais les études macroéconomiques de McKinsey dernièrement. Et sur ces études-là, il y a 16 scénarios de retour à la croissance. Et quand il y a 16 scénarios, ça veut dire nobody knows. Personne ne le sait. Il y a quelques points de vue, quelques centres de gravité au niveau de ces thèses-là qui se dessinent, mais il y a encore beaucoup plus d'incertitudes que de certitudes. Si j'étais dans le troisième groupe, je ne pense pas qu'il y a de règles du pouce, ne serait-ce que d'utiliser son cerveau pour comprendre comment on peut tirer son épingle du jeu. Il y a quelques succès. Il y a des entreprises qui ont réussi à faire des beaux pivots. Un exemple qui vient en tête, c'est celle de Lock & Go, peut-être petite start-up de Montréal qui offrait des casiers pour les festivals. Et évidemment, eux, dans l'état actuel, il n'y aura pas beaucoup de festivals cet été, ont décidé d'offrir leurs casiers pour permettre du food delivery sans qu'il y ait de contact humain. Très beau pivot. Est-ce que le pivot permet d'aller chercher tous les revenus? J'ai aucune idée. Mais bon, idée créative très propre à cette entreprise-là. J'imagine qu'il y a d'autres pivots possibles. Ma règle serait, il n'y a pas de règle. La règle, c'est d'utiliser son cerveau. Excellent. Merci. Tu as parlé beaucoup de culture. Il y a Lee qui demande au niveau de la culture, est-ce que vous avez quand même senti un certain taux de roulement? Est-ce que déjà des employés peut-être j'aurais une question qui suit, là, qui est une sous-question peut-être de Lee, qui était comment vous avez impliqué en fait les employés dans vos prises de décision à tous les niveaux, gestionnaires ou peu importe. Est-ce qu'il y en a qui ont quitté le navire parce qu'en bout de ligne, peut-être que c'est pas ce à quoi ils s'attendaient? Super bonne question. Écoutez, chez Vention, en général, ce qu'on appelle le regrettable churn. Fait que les employés qui partent, qu'on aime mieux qu'ils ne partent pas. On en a peut-être eu 1 ou 2. C'est des gens qu'on adore, avec qui on a des belles relations, mais qui se rendaient compte que l'intensité Vention peut-être pas ce qu'eux cherchaient et on respecte ça. Et on leur dit toujours, écoute, si jamais tu changes d'idée, si jamais tu veux faire tu n'aimes pas ta nouvelle situation, tu veux venir passer du temps avec nous, tu es le bienvenu. À part ça, on a eu des gens qui sont partis et généralement, c'était comme un acteur et ou suggéré. Et ça, malheureusement, ça arrive. C'est peu fréquent. C'est très peu fréquent, mais il y en a. Spécifiquement dans la situation du COVID.
On a dû mettre certaines personnes, malheureusement, en termination, mais c'est très peu. On parle environ de 3 des gens qui venaient tout juste d'être engagés pour des postes au niveau dans les équipes de vente. Et très rapidement, dans notre culture de transparence, c'est le genre de discussion qui est inconfortable, mais on voulait obéir par notre principe de transparence. Donc, le plan qu'on a proposé à notre conseil d'administration pour ajuster notre cash burn, notre cash flow cette année versus les ventes qui ont été révisées, a également été présenté à nos employés. Puis on a expliqué la logique de pourquoi c'était ce groupe-là et non un autre groupe qui était principalement affecté. Et je pense que lorsque les employés sentent que c'est une nouvelle difficile, il n'y a personne qui a le goût d'avoir cette conversation-là, mais on croit énormément à la transparence. Je pense que tout le monde comprend que dans le long terme, la façon dont on prend les réflexions est juste et moralement sensée. Et je pense qu'on gagne à le faire de la sorte. Voilà. Excellent, merci. Félix demande à propos des check-ins du CIO. Tu avais parlé un peu aussi de célébration. On peut penser au sentiment général de l'équipe, mais ce que Félix demande particulièrement, c'est comment ça se passe, la durée, fréquence, contenu. Comment ça se passe en ce moment là, pour connecter avec toute la gang puis continuer à poursuivre votre culture? Ouais. Très bonne question. Écoute, il y a lui du CEO puis il y a lui de tous les autres gestionnaires chez Vention. On a beaucoup chez Vention de gestionnaires qui ont appris à devenir gestionnaires avec Vention. Donc, ils ont été engagés très tôt, ils se sont démarqués dans leur carrière, peut-être 25 ans, 26 ans, sont rendus à 27, 28, ont un sens profond de leadership et deviennent gestionnaires d'une équipe de 10, 15 à 28 ans. Et on avait une responsabilité. Ces gens-là ont tous les ingrédients pour devenir des VP quand ils vont avoir 35 ans, 36 ans. Et on a un devoir de les former pour les amener là le plus vite possible. Et tu vois, on a un truc qui s'appelle Leadership Academy qu'on fait une fois par mois pour tous nos gestionnaires. Et pendant COVID, le truc, c'est comment on fait des happiness check-in. Comment on reach out à nos employés, s'assurer que le bonheur est là, s'assurer et sans que ça soit intrusif et bien intentionné, évidemment. Fait que ça faisait partie de notre Leadership Academy du mois passé, du mois d'avril, en fait, sur comment on s'assure de rester connecté avec notre monde, que personne ne se sente un peu délaissé là, dans la situation work from home. Pour le CEO, écoute, le CEO connaît toujours, dans toute entreprise, il y a un certain nombre d'employés qu'on appelle critiques. Devoir du CEO de savoir qui elles sont. Ça n'a rien à voir avec le niveau hiérarchique. C'est des employés qui jouent un rôle clé ou qui vont donner des leaders clés dans le futur. Le CEO les connaît bien. Et moi, comme CEO, j'ai toujours fait un devoir de maintenir des relations directes avec ces gens-là. Et évidemment, les relations directes continuent, que ce soit par téléconférence, ainsi de suite. Et ça, c'était les check-ins directs du CEO. Ceci étant, la communication dans situation où quand il y a beaucoup d'anxiété, la communication aide. Et les emails du fameux end of day email du CEO où on célèbre les bons coups de chacun, on partage les nouvelles, bonnes et mauvaises, de par notre culture de transparence, je pense aide beaucoup aussi à maintenir un état d'esprit sain là, dans cette situation-là. Excellent. Carl a une question logistique très intéressante, c'est-à-dire comment vous gérez le matériel qui arrive de l'extérieur? Donc, on a bien compris toutes vos mesures, mais il y a des choses qui arrivent peut-être de l'extérieur où des gens n'ont pas les mêmes mesures. Comment vous gérez ça? Oui, très bonne question. Écoutez, dans l'entrepôt, on a une aire de réception, fait qu'on peut se permettre d'avoir on reçoit des trucs en palette ou en conteneur qui peuvent rester là environ un 2 jours ouvrables. On travaille principalement avec de l'aluminium et du carton. Carton, durée de vie du COVID sur le carton 24 heures, aluminium de 2 à 8 heures. C'est drôle, les premières recherches qu'on a faites lorsqu'on a mis en place, c'est quoi la demi-vie du virus? Et les demi-vie du virus, les statistiques sortaient tout juste selon ce qui avait été fait à Wuhan. Fait qu'évidemment, on s'est essayé de respecter ça. Et voilà, fait qu'on a des équipes dédiées qui font la réception, mais on a un temps, là, on s'assure de respecter le temps d'isolement du matériel qui rentre dans l'entrepôt. Voilà. Excellent. Est-ce que tu prévois une augmentation des ventes comme PME ou chez les PME en bout de ligne dans une relance qui serait post-pandémie? Tu parlais de beaucoup de scénarios tantôt. Alors, on sait que personne n'a de boule de cristal, mais est-ce que tu crois qu'éventuellement, il va y avoir un bon rebond sur les ventes? Écoute, il y a vraiment deux thèses dans le marché. La thèse qui semble avoir un centre de gravité la plus forte, c'est celle d'un rebond où les ventes reviennent au niveau où elles étaient avant le déclin en février, en janvier 2021.
Et ça, ça sous-entend qu'il y a une reprise graduelle du manufacturier en janvier, mais en juin. Mais en juin, il va y avoir environ 10 à 12 de unemployment. Fait que même les gens qui vont avoir un emploi à ce moment-ci vont connaître quelqu'un qui est malheureusement sans emploi et dans une situation comme ça, personne ne dépense. Fait que bien que le COVID pourrait peut-être être derrière nous, on va quand même avoir un sentiment de confiance au niveau de la consommation à gérer. Et là, tous les manufacturiers, eux, principalement dans l'automobile, ont accumulé de l'inventaire aussi. Inventaire qui va devoir être vidé avant que les cadences reprennent. Donc, le redémarrage, si on prend ces deux effets-là, va être potentiellement, on est peut-être moins optimiste qu'un retour en V. On est peut-être plus entre un V et un L, je peux me permettre. Ceci étant, ça, c'est dans un monde où il n'y a pas de contamination au niveau du crédit. S'il y a de la contamination au niveau du crédit aussi, ça va être beaucoup plus long. Fait qu'à voir, nous, on opère toujours sur un scénario où il y a un rebond complet en janvier l'année prochaine. OK. Et dis-moi, tu dis que vous opérez toujours de cette manière-là. Est-ce que vous avez un. En fait, il y a deux questions. C'est Mathieu qui la pose. Mathieu se demande quand avez-vous commencé à travailler ou à penser le plan de reprise, s'il y en a un? Puis, quel est votre processus pour maintenir à jour vos prédictions et toutes vos actions là, dans la situation actuelle? Écoute, on a très rapidement, dans la situation actuelle, on a augmenté la fréquence de nos conseils d'administration trimestriels à mensuels. Fait que ça, c'est une façon où chacun de nos. Pour sachez, notre conseil d'administration est là pour travailler, que ça soit cohérent avec notre culture Vention. Il n'y a personne qui est là pour s'en venir d'une rencontre. Et donc, ils ont tous des devoirs à faire. On a dans nos membres de notre conseil d'administration qui sont évidemment qui ont des réseaux, qui ont des perceptions qui viennent de différents endroits, que ce soit au niveau de la vitalité des startups dans le marché nord-américain, que ce soit au niveau des perspectives macroéconomiques ou des études qui sont considérées au gouvernement québécois-canadien. Et il y a un devoir de ces gens-là de s'assurer de nous alimenter avec ces points de données-là pour qu'on puisse se faire une tête. Fait qu'on avance au niveau mensuel par rapport à ces prédictions-là. Mais tous les grands cabinets de consultation, que ce soit Bain, McKinsey, ainsi de suite, publient présentement à la semaine des super belles études par des économistes très sensés qui font des belles choses. Ceci étant, il y a juste beaucoup d'incertitudes, donc les plages de prédiction sont encore très, très larges. Ouais. Parfait. Une question de Stéphane. Et je suis convaincu qu'il y a énormément de gens qui le vivent. Comment vous gérez les attentes envers vos employés qui sont en télétravail et qui ont des enfants à la maison, compte tenu que les enfants ne vont pas à l'école? Est-ce que vous avez eu cette situation-là à gérer? Oui, je pense que tout le monde n'a jamais vu autant d'enfants dans un meeting que dans les derniers mois. Pendant que COVID, j'ai eu ma deuxième petite fille qui a 8 semaines présentement. Voilà. Fait que, écoute, j'ai jamais eu autant de bébés dans les bras dans les meetings que dans les derniers. Et je pense que c'est un peu la même chose pour tout le monde. Écoute, nous, on n'a pas mis de politique en place spécifique pour ça. On engage des gens qui, à la base, sont professionnels. Et donc, quand tu es un professionnel, tu as un devoir qui t'est auto-imposé comme toi-même de faire sorte que tes objectifs sont livrés à temps. On n'a pas bougé les deadlines, on n'a pas bougé les attentes. Et les gens ont géré ça. Par contre, on a des gens qui maintenant travaillent beaucoup plus le soir. Fait qu'on a des développeurs qui, eux, la femme est au combat, médecin, infirmière, ainsi de suite. Donc, vraiment, le parent qui gère les enfants durant la journée peut travailler un peu, mais bon, c'est un peu disruptive, on sait bien. Et on voit bien, par contre, que ces gens-là reprennent la balle le soir. Et nous, on gère beaucoup plus on a des milestones, des points de livraison, et tant qu'on respecte ça, après ça, comment les gens font arriver le travail, on a laissé chaque employé et couple sous-jacent mettre en place leurs propres mesures. Parfait. J'aurais peut-être une dernière question. J'aimerais ça savoir dans toute cette situation-là, puis peut-être pour l'avenir, tu disais tantôt que l'expérience du client est au centre de votre démarche. Est-ce que et comment les clients, puis à la limite aussi les partenaires, font partie de vos réflexions dans toute cette histoire-là, puis dans comment réussir à poursuivre vos opérations? Écoute, nos clients, nous, on touche une vingtaine d'industries, dont médicales. C'était clair qu'ils allaient continuer à opérer et qu'on se devait des servir. On touche également un peu de la défense. Et donc,
on avait, je pense, un devoir de continuer à opérer pour ces clients-là, mais également pour nous-mêmes. On est, le coût, on a chiffré le coût si on avait eu un shutdown complet, ça nous aurait coûté par mois environ 600 000 c'est quand même considérable pour une entreprise à supporter ce genre de coût-là. Le fait qu'on puisse opérer, ne serait-ce que partiellement, minimise énormément. C'est vraiment les deux facteurs. Oui, on avait un rôle là, à jouer. On essaie d'être honnête dans notre marketing. On n'a pas utilisé l'événement COVID à outrance pour promouvoir ce qu'on peut faire ou pas faire. Je pense qu'il y a beaucoup de marketing qui est malheureusement faux là, dans ce qu'on a tous vu passer. Là. On a essayé d'être honnête là-dedans. Les clients avec qui on savait qu'il y avait un rôle à jouer, on les a contactés. Ils savaient bien qu'on continuait à opérer. Et voilà. Parfait. Je ne voudrais pas dépasser notre temps, alors j'en envoie deux là, en rafale. Il nous reste 5 minutes, puis j'ai quelques petites instructions à donner à nos participants, mais j'ai le goût de les poser quand même, c'est nos deux dernières. Donc, Amélie demandait, avez-vous des règles établies lorsque quelqu'un se présente au travail et vous déterminez que vous vous rendez compte qu'il y a la grippe, il y a le COVID ou quelque chose comme ça? En fait, vous ne le savez peut-être pas là, qu'est-ce qu'il y a, mais vous sentez qu'il est malade. Donc, c'est quoi la règle? Ben, écoute, la règle serait, tous les employés sont informés qu'ils n'ont pas le droit de venir au bureau qui ont des symptômes même qui s'apparentent. On avait eu un employé qui avait des symptômes, c'était de la grippe, mais qui est dans le coin du 5 mars. Et même là, on avait demandé de retourner à la maison. Et ces communications-là, ces discussions-là ont eu lieu avant même que les mesures se mettent en place au Québec. Donc, c'est très clair. Il y a beaucoup tout comme dans les épiceries, là, on rentre chez Vention, puis ça ressemble à un laboratoire là, où il faut se désinfecter. Là, fait qu'il y a beaucoup d'informations pour éviter que ça arrive. Voilà. Excellent, parfait. Je disais que j'avais deux dernières questions, mais je viens de me rendre compte que c'était la même. Amélie l'avait posée à deux endroits pour être sûr que je la pose. Alors, merci beaucoup à Amélie pour la question. Alors, je pense que c'est tout le temps qu'on avait. Je ne veux pas retenir les gens plus longtemps, mais je vais maintenant vous demander encore quand même quelques minutes de votre temps. Pour commencer, merci encore à notre conférencier, Étienne Lacroix, de nous avoir fait bénéficier de l'expérience de Vention. Merci beaucoup. C'est très à point en ce moment avec, entre autres aussi, les mesures qui sont annoncées de redémarrage. Merci aussi encore à Bombardier, commanditaire en titre, ainsi que nos collaborateurs Hydro-Québec, La Presse, Montréal Gazette et Rogers. Je veux juste vous dire, on a prévu un court sondage que vous allez recevoir bientôt, là, probablement d'ici la fin de la journée, quand vous déconnecterez, en fait. Prenez 2 minutes pour y répondre. C'est très simple, c'est rapide, puis ça nous aide à nous améliorer de conférence en conférence. Si vous êtes connecté en retard puis que vous souhaitez partager la discussion ou vous souhaitez partager la discussion avec vos collègues, n'oubliez pas qu'elle sera disponible en rediffusion sur le site de la Chambre, probablement aussi en fin de journée. Vous pouvez également poser vos questions. Ça, c'est important. Il y a des questions d'ordre général que vous pouvez toujours poser sur le site de la Chambre à notre escouade d'experts. Donc, il y a nos conférences, mais il y a aussi des gens en comptabilité, en fait, de toutes sortes d'expertises qui sont disponibles pour vous sur le site de la Chambre et vous pouvez aller leur poser directement des questions. Pour terminer, je vous remercie tous d'avoir participé à la discussion et je vous invite à revenir demain pour une rencontre d'experts avec Deloitte et National sur l'état du secteur manufacturier en général. Alors, je vous souhaite bonne fin de journée à tous et merci encore beaucoup, Étienne, d'avoir pris de ton temps pour venir nous parler de l'expérience Vention. Avec grand plaisir.